après vous avoir dit que j'étais naturellement très heureux et très honoré de participer à ce colloque, deux petites précisions concernant mon intervention. Je vais citer Pascal d'après les œuvres complètes de Lafuma et je citerai Caillois d'après l'édition de 1967 Gallimard des Jeux et des Hommes. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est une lecture cailloisienne du jeu social et politique pascalien. Le jeu traduit et développe des dispositions qui peuvent constituer d'importants facteurs de civilisation. Cette phrase bien connue de Caillois peut, à mon sens, s'appliquer parfaitement au jeu social et politique pascalien. D'où deux questions. Pourquoi dire que Pascal parle de jeu social et politique? Et comment le pourfendeur du divertissement peut-il conférer une telle valeur au jeu? Alors, pour prendre en charge ces interrogations, la problématique de mon intervention va s'énoncer comme suit. En quel sens est-il légitime d'affirmer que Pascal accorde une valeur incontestable au jeu social et politique? Pour répondre à la question, 3 moments. D'abord, je vais faire surgir, grâce aux catégories cailloisiennes d'aléas et de mimicry, les premières spécificités du jeu politique et social appréhendé par Pascal. Ensuite, j'approfondirai mon approche de la politique pascalienne en la rapportant aux notions d'agone et édilinx. Enfin, après avoir rapporté le jeu pascalien à la catégorie de ludus, je montrerai comment il convient de distinguer le joueur conscient du joueur non conscient. En premier moment, jeu social, aléa et mimicry. Dans le premier discours sur la condition des grands, adressé au futur duc Charles-Honoré de Chevreuse, Pascal propose l'allégorie suivante pour montrer le caractère non nécessaire, c'est-à-dire contingent de l'ordre politique. Voilà ce qu'il dit. Ne vous imaginez pas que ce soit par un moindre hasard que vous possédez les richesses dont vous vous trouvez maître, que celui par lequel cet homme se trouvait roi. Vous n'y avez aucun droit de vous-même, et par votre nature non plus que lui. Et non seulement vous ne vous trouvez fils d'un duc, mais vous ne vous trouvez au monde que par une infinité de hasards. Votre naissance dépend d'un mariage, ou plutôt de tous les mariages de ceux dont vous descendez. Mais ces mariages, d'où dépendent-ils? D'une visite faite par rencontre, d'un discours en l'air, de 1000 occasions imprévues. Le sens du passage est assez clair. Pascal veut montrer que tout ordre établi n'est que le produit d'une série de circonstances hasardeuses. C'est la témérité du hasard qui a semé les lois, lit-on au fragment 60. Montrer, en réalité, qu'il n'y a aucun lien naturel qui attache un homme plutôt à la condition de duc qu'à celui de batelier, et la tâche que s'assigne Pascal. Comme les personnages d'une représentation théâtrale, les rôles politiques et sociaux manquent de consistance ontologique. Le roi n'est pas roi par nature, de la même façon dont l'acteur d'une pièce de théâtre n'est pas le personnage qu'il incarne durant la représentation. Pour que le roi soit considéré roi, il faut qu'il joue au roi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il adapte son comportement public au rang possédé. Avoir des courtisans, se promener avec le clergé, etc., etc. En réalité, tout ordre politique perdure grâce à la virtuosité avec laquelle ses membres interprètent leurs rôles sociaux. Pascal, ici, partage le point de vue exprimé par Machiavel dans Le Prince. Quelle que soit la manière dont le pouvoir fut établi, le souverain doit donner l'impression que le pouvoir lui revient naturellement. Le noble, comme le roi, joue à son tour au noble. De même, les fonctionnaires de l'État, les membres du clergé et les hommes exerçant une profession libérale n'obtiennent une reconnaissance qu'en jouant un rôle, en exhibant des signes. Pascal va prendre plusieurs exemples. Les magistrats, par exemple. Leur robe rouge, leur hermine dont ils s'emmaillotent en chafouré, les palais où ils jugent, les fleurs de lys, tout cet appareil auguste était fort nécessaire. Et si les médecins n'avaient des soutanes et des mules, et que les docteurs n'eussent des bonnets carrés et des robes trop amples de 4 parties, jamais ils n'auraient dupé le monde,
qui ne peut résister à cette monde si authentique. S'ils avaient la véritable justice et si les médecins avaient le vrai art de guérir, ils n'auraient que faire de bonnets carrés. La majesté de ces sciences serait assez vénérable d'elle-même. Mais n'ayant que des sciences imaginaires, il faut qu'ils prennent ces vains instruments qui frappent l'imagination à laquelle ils ont affaire. Et par là, en effet, ils s'attirent le respect. En réalité, ça veut dire que les rôles sociaux sont admis grâce à la légitimité que leur confère l'imagination. Toujours comme dans une pièce de théâtre, les acteurs du politique doivent jouer leur rôle en invoquant les symboles fictifs du pouvoir qui sont reconnaissables par la société entière. Le fonctionnement du signe est indissociable du pouvoir de l'imagination dont le but est de charger de sens les signes en vertu d'une grille d'interprétation préalablement définie et unanimement acceptée. Au terme de ces premières lignes, une remarque mérite d'être formulée. L'ordre social s'offre ainsi primordialement comme une illusion, dans la mesure où il ne repose que sur l'attelage hasard-imagination. Si l'on admet qu'illusion vient de in ludo, étymologiquement être dans le jeu, on est alors forcé de reconnaître que le roi qui se croit roi, car il posséderait une grandeur ontologique, ou le peuple qui doterait le roi de grandeur illusoire, sont tous deux et de manière différente des acteurs d'un jeu frappé du sceau, de l'aléa et de la mimicrie, terme que je vais tout de suite définir. La dimension aléatoire de l'ordre social le rapproche en effet d'abord d'un jeu frappé du sceau de l'aléa, au sens où Caillois entend ce terme. Je rappelle, alors c'est en latin le nom d'un jeu de dés, l'aléa. Le destin est le seul artisan de la victoire, et celle-ci, quand il y a rivalité, signifie exclusivement que le vainqueur a été plus favorisé par le sort que le vaincu. Des exemples purs de cette catégorie de jeux sont fournis par les dés, la roulette, le baccarat, la loterie. Ici, non seulement on ne cherche pas à éliminer l'injustice du hasard, mais c'est l'arbitraire pur de celui-ci qui constitue le ressort unique du jeu. Précision importante, la règle d'un tel jeu ne se réclame d'aucune nécessité. Elle ne repose sur aucun fondement rationnel. Elle est parfaitement arbitraire. Toute autre règle pourrait prendre sa place. Il y a sans doute des lois naturelles, explique Pascal, mais la raison a tout corrompu. L'homme a donc été contraint de forger des règles artificielles. La différence entre le jeu social et le jeu de hasard réside toutefois dans le point qui suit. On est soumis à l'arbitraire du jeu une fois que, par une décision libre, on a accepté de se placer dans le cadre qu'il détermine. La servitude est donc volontaire. Pour les règles sociales, le choix ne nous est pas donné de participer ou non. L'homme est embarqué, il est joueur. Et certains sont joueurs malgré eux, je vais y revenir. Pour le moment, je continue mon exploration de l'espace social pascalien. En fait, la dimension aléatoire du jeu social pascalien se combine avec une dynamique appartenant à la mimicrie. J'explique. La mimicrie, pour Caillois. Tout jeu suppose l'acceptation temporaire, sinon d'une illusion, du moins d'un univers clos, conventionnel, à certains égards fictif. Le jeu peut consister non pas à déployer une activité ou à subir un destin dans un milieu imaginaire, mais à devenir lui-même un personnage illusoire et à se conduire en conséquence. On se trouve alors en face d'une série variée de manifestations qui ont pour caractère commun de reposer sur le fait que le sujet joue à croire, à se faire croire ou à faire croire aux autres qu'il est un autre que lui-même. Il oublie, déguise, dépouille passagèrement sa personnalité pour en feindre une autre. Je choisis de désigner ces manifestations, dit Caillois, par le terme de mimicrie. La combinaison du hasard et de l'imagination ne suffit toutefois pas à expliquer la durée de l'illusion sociale et politique. Sans la force, la dite illusion ne pourrait en effet durer. D'où l'aspect agonistique du jeu social. Deuxième moment, jeu social, agone et ilinx. Alors, l'agone, je définis avec Caillois. Tout un groupe de jeux apparaît comme compétition, c'est-à-dire comme un combat où l'égalité des chances est artificiellement créée pour que les antagonistes s'affrontent dans des conditions idéales, susceptibles de donner une valeur précise et incontestable au triomphe du vainqueur.
Il s'agit donc chaque fois d'une rivalité qui porte sur une seule qualité, rapidité, endurance, vigueur, mémoire, s'exerçant dans des limites définies et sans secours extérieur, de telle façon que le gagnant apparaisse comme le meilleur dans une certaine catégorie d'exploits. Telle est la règle des épreuves sportives et la raison d'être de leurs multiples subdivisions. Agonistique, l'ordre social pascalien l'est assurément. Le noble ou le roi doivent leur légitimité à l'ordre établi, donc à l'établissement humain, et non pas une quelconque loi naturelle. Ça, je répète, cet ordre n'est fondé que sur la seule volonté des législateurs qui ont pu avoir de bonnes raisons pour légiférer ainsi, mais dont aucune n'est prise d'un droit naturel que vous ayez sur ces choses. S'il leur avait plu d'ordonner que ces biens, après avoir été possédés par les pères durant leur vie, retourneraient à la République après leur mort, vous n'auriez aucun sujet de vous en plaindre. Le jeu politique, cet ordre humain, est en réalité né d'un affrontement et s'offre à tout coup comme un fils de la force, ce que Pascal dit explicitement, qu'il cherche par tous les siècles et dans tous les lieux. L'homme ne trouvera point la justice, mais que la force règle tout. Ou encore, la force règne toujours, 665. De nouveau, comme Machiavel et Hobbes, Pascal est conscient que l'ordre politique et social est produit de la violence, de la guerre entre des groupes désirant imposer leur hégémonie. En ce sens, l'État apparaît comme l'expression juridique d'un rapport de force, de la victoire d'une faction sur les autres. Alors pour une magnifique approche pascalienne de la force, je renvoie à l'œuvre magistrale de Lazzeri, intitulée « Force et justice dans la politique de Pascal ». Hasard, imagination et force constituent donc les caractéristiques essentielles du jeu politique pascalien. Il y lynx, dira-t-on. Il a sa place chez Pascal. Rappelons avec Caillois les linéaments du terme. Une dernière espèce de jeu rassemble ceux qui reposent sur la poursuite du vertige et qui consiste en une tentative de détruire pour un instant la stabilité de la perception et d'infliger à la conscience lucide une sorte de panique voluptueuse. Dans tous les cas, il s'agit d'accéder à une sorte de spasme, de transe ou d'étourdissement qui anéantit la réalité avec une souveraine brusquerie. On peut alors se demander si dans l'espace public, le divertissement, entendu au sens de contraire, de convertir et de retour vers soi, donc de projection permanente vers l'extérieur, n'est pas une exemplification, un mode de déploiement de lynx. Si l'on admet avec Pascal que le divertissement est la seule chose que les hommes aient trouvée pour ne pas penser à la mort, donc pour anéantir la réalité ultime de l'humaine condition, et que la bataille du pouvoir qui les jette dans l'illusion d'un affairement vertigineux, eh bien on peut admettre que tout cela les rend étourdis à l'endroit de ce qui devrait être leur véritable préoccupation. On peut donc en ce sens admettre que l'e-lynx irrigue l'espace social pascalien. Mais en ce lieu de notre présentation, et pour terminer, il convient de formuler ceci. Pour Pascal, le jeu social a pour but de compenser l'absence de légitimité de l'organisation. Il relève, in fine, plus du ludus que de la paideia, distinction une nouvelle fois opérée par Caillois, que je sollicite à nouveau. Pour lui, à l'extrémité du spectre des jeux se trouve le pur ludisme, débarrassé de toute forme de règles, proche des jeux que les enfants s'inventent sans but précis, sans cadre, au gré de leurs envies et de leur imagination. Tel est le ludisme pur, sauter du canapé sur le sol, gribouiller des univers. C'est du ludisme pur baptisé paideia. À l'autre extrémité du spectre se trouve le jeu qui émerge des contraintes, des objectifs, des règles et des limites d'un système. Son incarnation la plus connue, c'est le jeu d'échecs. Dans ce type de jeu, ce sont les objectifs, les difficultés à surmonter les règles et les contraintes d'un environnement ou d'un système qui sont constitutifs de l'activité ludique. Et du ludus. Et donc le ludus peut se traduire par sport, entraînement. Il était lié à l'époque de la Rome antique à l'éducation des enfants, dans le sens où le jeu social éduque bien au sens étymologique chacun. Il permet en effet à chacun de sortir de son état de moi haïssable
permet à des mois haïssables de cohabiter ensemble. Il rend cette cohabitation acceptable. Eh bien, on peut dire, pour cette raison, que le jeu social pascalien discipline la dimension spontanée, sauvage, non régulée de chaque moi. En conséquence, on peut dire que la valeur avérée de la coutume, de la cité, est que le jeu politique permet à des moi qui se haïssent de cohabiter. La coutume régule en fait la libido dominandi de chacun et forme ainsi, pour Pascal, c'est son expression, un tableau de charité. Dans sa misère, l'ordre social laisse donc apparaître une grandeur qui consiste à éviter la guerre de tous contre tous, la guerre civile qui est le plus grand des maux. Le jeu social et politique pascalien, cette illusion de légitimité, relève de facto par son caractère régulateur plus de la ludus que de la paideia. En ce lieu, une remarque s'impose toutefois, tous les hommes ne se rapportent pas de la même manière à la dimension civilisationnelle du jeu. Le peuple, par exemple, n'est pas un joueur si l'on considère avec Brugère que le joueur doit être conscient qu'il joue. Mais il l'est si l'on pense avec Pascal qu'en qualité d'être embarqué, d'être jeté là, d'être jeté dans la cité, nous sommes contraints de jouer. Alors on doit reconnaître que le peuple, qui est dans l'illusion la plus totale, est étymologiquement pleinement dans le jeu. Il honore ainsi la dimension civilisationnelle du jeu. En confondant, et ce de manière assez paradoxale, en confondant grandeur naturelle et grandeur d'établissement, et en respectant ceux qui en sont porteurs, il est dans l'illusion, in ludo, mais il évite la guerre civile, le plus grand des maux pour Pascal. Il préserve ainsi la paix dans la cité. La valeur de la coutume réside donc dans son être. La valeur de la coutume consiste à être en tant qu'être. Ce point, les demi-habiles ne le comprennent pas. Ils veulent changer les règles du jeu sans comprendre la valeur de leur misère. Les demi-habiles n'ignorent pas la dimension hasardeuse des lois, mais ils la condamnent au nom de la raison. En réalité, ils veulent jouer à un jeu qui n'est pas sans danger. Car en souhaitant instaurer un ordre nouveau, ils entendent favoriser la guerre civile. Tout autre est le regard de l'habile. Pour lui, les lois n'ont aucune justice intrinsèque. La loi n'est pas juste. Mais il convient de la respecter comme si elle était juste pour éviter le pire des maux et détruire ce tableau de charité que constitue l'ordre humain. L'habileté est donc résignation au moindre mal. Les lois ne sont pas justes, mais il est juste de s'y soumettre. Il consent à la folie universelle, car cette folie est sagesse. Elle bâtit sur la fragilité humaine un ordre improbable. Alors que l'homme, ce misérable ver de terre pour Pascal, naît avec amour-propre, une pente vers soi qui rendrait impossible la constitution de communautés durables, voici que l'habile réussit à tirer de notre concupiscence un règlement admirable. Fragment 118. C'est donc par l'habile que la politique, signe de notre misère, devient signe de notre grandeur. Les raisons des effets marquent la grandeur de l'homme d'avoir tiré de la concupiscence un si bel ordre. Voilà le conseil que Pascal donne à l'habile noble. Le peuple qui vous admire ne connaît peut-être pas ce secret. Il croit que la noblesse est une grandeur réelle et il considère presque les grands comme étant d'une autre nature que les autres. Ne leur découvrez pas cette erreur, si vous voulez, mais n'abusez pas de cette élévation avec insolence et surtout ne vous méconnaissez pas vous-même en croyant que votre être a quelque chose de plus élevé que celui des autres. Pour Pascal, il y a une question qui se pose pour finir. Pour Pascal, l'apologiste, entre mille guillemets, quel regard le chrétien doit-il jeter sur l'ordre politique ? Comment doit-il se rapporter au jeu ? La réponse est assez simple. D'abord, il convient de dire qu'il n'y a pas un chrétien archétypal, mais des chrétiens, deux types à vrai dire. Le chrétien zélé et le vrai chrétien, celui que Pascal appelle le vrai chrétien. Le premier, comme le demi-habile, sait que la cité ne fonctionne pas selon les normes divines. Or, les chrétiens zélés veulent créer sur terre la cité de Dieu, ce qui infailliblement engendrerait violence. En réalité, pour Pascal, le chrétien, comme le demi-habile, le chrétien zélé, comme le demi-habile, froisse ni la dimension civilisationnelle du jeu politique en souhaitant, comme le demi-habile, jouer un jeu dangereux. Si le demi-habile voulait remplacer le hasard par le talent, le chrétien zélé veut remplacer les aléas par la parole divine, une sorte de théocratie.
Mais pour cela, il prend le risque de la guerre civile, donc il prend le risque de s'asseoir sur la dimension civilisationnelle du jeu. Le dévot, comme le demi-habile, est prêt à susciter la radicale injustice de la guerre civile pour actualiser une justice qui en réalité n'appartient pas à l'histoire, mais à son eschatologie, ou au mythe de la société primitive. Reste alors le vrai chrétien, celui qui sait. Voilà pourquoi le point de vue du chrétien à moitié éclairé doit être dépassé. Le vrai chrétien sait que l'honneur à rendre aux grands, aux rois, l'emportera sur les raisons de les mépriser. Mais il y a davantage. L'ordre pénal ne contredit pas aux règles essentielles de la vraie justice. Gérard Ferrérol, sur ce point, écrit « La véritable équité brille et assujettit tous les peuples. Elle s'est répandue dans toutes les législations. Quand la loi naturelle, la véritable équité, s'est obscurcie dans les cœurs, Dieu l'a gravée sur la pierre du mont Sinaï. La loi juive, tu ne tueras point, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas. Cette loi, dit Pascal, est la loi la plus ancienne et la plus parfaite. Elle a assujetti tous les peuples, puisque les législateurs grecs romains en ont emprunté leur principale loi. Cela est confirmé au fragment 454. La première loi du monde se rencontre aussi la plus parfaite, en sorte que les législateurs en ont emprunté les leurs. Nous sommes ici bien loin, très très loin des interprétations 19e ou visant à réduire l'ordre politique pascalien à un hôpital de fous. Le jeu politique pour Pascal a des règles hasardeuses d'obédience agonistique et mimétique, mais elles sont toutes souchées dans une matrice hautement civilisationnelle, car le jeu, par son ethos originel, limite, régule. On retrouve en conséquence ici un caractère essentiel du jeu décrit en introduction. Je vous remercie de votre attention.